Culturel où s'accumule le savoir compilé dans des dizaines de manuscrits. C'est le centre de son univers, le cœur d'un microcosme. Et c'est en ce cœur que l'Empire montois va être frappé. « 17 juin 1434. Dans le brouillard matinal, les gardes postés sur les remparts du mont entendent un bruit étrange. Le rocher se fait attaquer pour la première fois depuis plusieurs siècles. La plus longue guerre de l'histoire de France dure depuis déjà presque 100 ans. Elle oppose le roi d'Angleterre au roi de France. Après l'écrasante victoire des Anglais à la bataille d'Azincourt, toute la Normandie tombe entre leurs mains. Le Mont Saint-Michel reste le seul point de résistance. Le Mont Saint-Michel était une source d'irritation majeure pour l'occupant anglais en Normandie, parce que c'était la seule forteresse importante qu'il ne possédait pas et que sa garnison était capable de mener des raids sur des villes comme Pontorson et Avranches. Il faut imaginer une garnison de plusieurs centaines d'hommes, au moins 300 et probablement 500 ou 800 peut-être. Et cette force qui est vraiment énorme va conduire des raids très très loin à l'intérieur des terres anglaises. La région de Bayeux, le Bessin, les raids du Mont-Saint-Michel allaient jusque-là. Donc, la garnison avait une capacité de nuisance sur les Anglais qui est inimaginable. Pour retirer cette épine du pied, les Anglais doivent s'emparer du mont. L'entreprise s'annonce extrêmement compliquée. Le Mont Saint-Michel est une forteresse naturelle. La force du mont était de n'être accessible par voie terrestre que 2 fois par jour à marée basse. Et l'approche devait se faire à découvert, à travers des dunes de sable, si bien qu'il n'y avait aucune possibilité de surprise et très peu de réussir un assaut. Si le mont a pu résister, c'est pour ça. Parce que les marées le mettaient à l'abri des menées anglaises. Il y a aussi des raisons humaines. C'est le rempart qui a été construit tout autour du village et qui s'est avéré d'une efficacité redoutable puisque c'est sur lui que les Anglais butent lors de l'assaut du 17 juin 1434. Les Montois se mettent à fortifier le rocher dès le début de la guerre. Ils commencent par dégager les maisons du village et les aligner pour créer un premier rempart. C'est ce rempart qu'on voit sur l'enluminure des frères Limbourg de la fin du XIVe siècle. Mais voilà qu'une avancée technologique rend tous ces efforts obsolètes. Une nouvelle arme fait des ravages sur la scène européenne. Le canon à poudre. Les canons de l'époque, il faut imaginer des tubes vraiment énormes qui projettent des pierres gigantesques. Il y a énormément de problèmes de qualité technologique. Souvent, les pièces explosent quand on y met le feu. Ça n'est pas standardisé, donc c'est un problème pour avoir des munitions. Mais enfin, il y a une puissance de feu qui est considérable et capable de percer des brèches. Le nouvel abbé du Mont, Robert Jolivet, n'a qu'une idée en tête, trouver une parade. Les travaux reprennent de plus belle. Les nouveaux remparts correspondent aux critères de l'architecture militaire la plus avancée de l'époque. Pour résister aux canons, on construit des murs jusqu'à 4 mètres d'épaisseur, un travail énorme. Posés directement sur la grève au pied du mont, ils l'entourent sur les 3/4 du cercle. Le côté nord étant défendu par la pente infranchissable du rocher. Malin et économique. Plusieurs tours sont disposées sur les flancs sud et est, tournés vers le continent. L'éventuel assaut viendrait de ce côté. Chaque tour a des ouvertures à canon sur 180 degrés. Cela permet d'atteindre les assaillants à distance. Si les attaquants parviennent jusqu'au pied des murs, ils se retrouveront sous une pluie de pierres via un système de machicoulis, les ouvertures en haut des remparts. Les Anglais se retrouvent donc devant une forteresse imprenable. Un assaut serait suicidaire. Les Anglais choisissent la seule tactique qui leur reste, affamer les assiégés en empêchant le ravitaillement. L'accès principal au mont est à l'est. C'est par là qu'arrivent les pèlerins qui font escale sur l'île de Tombelaine.
C'est sur cette île que les Anglais installent une forteresse qui bloque l'accès est et leur sert de base pour préparer une attaque éventuelle. Les défenseurs ripostent en déplaçant la porte vers le sud, ce qui obligerait les troupes venant de Tombelaine à contourner le mont sous le feu des défenseurs. Alors, un deuxième point de blocage anglais est construit à Ardevon. Mais ça ne suffit pas non plus. L'accès maritime étant libre, les défenseurs se font ravitailler par les marins de Saint-Malo qui sont restés fidèles au roi de France. Une flotte anglaise qui tente de bloquer la baie est décimée par les Malouins. Après 10 années de tentatives infructueuses de bloquer le mont, les Anglais doivent se résoudre à tenter le tout pour le tout. Le Mont-Saint-Michel devient vraiment un objectif en 1434 parce que Jeanne d'Arc a renversé la situation, Orléans est sauvé, la Champagne, la Picardie sont reprises, les Anglais voient bien qu'ils ne vont pas réussir à conquérir le royaume, donc leur objectif maintenant c'est conquérir la Normandie, conserver la Normandie plutôt. Donc à partir de 1431-32, prendre le Mont-Saint-Michel c'est indispensable pour sécuriser cette espèce de joyau de la couronne qu'est la Normandie pour les Anglais. Un assaut de cette ampleur, ça se prépare. Avant tout, il faut créer une supériorité numérique. Et des hommes, il en faudra beaucoup. Il y a un pic de concentration d'hommes à Ardevon. On vide les garnisons normandes pour faire venir des troupes en masse à cet endroit-là. À Tombelaine, pareil, pic de garnison. Et avec cette masse de troupes et l'artillerie, on va essayer de réaliser l'assaut. Il est impossible de se saisir du Mont-Saint-Michel sans les canons. La vraie question est où et comment les disposer pour qu'ils soient efficaces. S'ils restent sur la terre ferme, ils seront trop loin. Si on transportait l'artillerie à travers les sables, entre la terre ferme et le rocher, le sol était trop mou pour qu'elle soit efficace. On ne pouvait l'installer que pour de très courtes périodes, quand la marée s'était retirée. Il faut imaginer cela, hein. Transport de canons sur des grèves humides, c'est extrêmement difficile. C'est un coup de poker considérable. Soit l'assaut réussit, soit non seulement il échoue, mais on va perdre toute l'artillerie, on ne pourra pas la rembarquer, on n'aura pas le temps. Le temps est l'enjeu primordial de cette entreprise. Le commandement anglais le comprend très bien. Le 17 juin 1434, c'est pas une date qui est prise au hasard, ça correspond à peu près au solstice de juin. Par ailleurs, on imagine que c'était ce qu'on appelle un quart de lune de morte eau, donc le moment de l'année où les eaux sont les plus basses et où la marée ne va pas monter pendant peut-être 24 heures. Ils ont un créneau ouvert ce jour-là, donc c'est le moment d'y aller ou jamais. Tôt le matin, les assaillants se mettent en marche sur la grève. Ils sont 2 ou 3 000 contre quelques centaines d'assiégés. Ils ont des dizaines de canons. Et ils disposent d'une quinzaine d'heures avant que la mer ne remonte. Ce qu'on sait des assauts à cette époque-là, effectivement, c'est que l'artillerie joue un rôle essentiel. Il ne s'agit pas de lancer les gens à l'assaut de la place avant qu'il y ait une brèche ou même plusieurs. Les canons vont tirer, fragiliser les murs jusqu'à ce que des pans entiers s'effondrent, de préférence plusieurs, et c'est là qu'on va envoyer les hommes à l'assaut. Après plusieurs heures de bombardement, une brèche s'ouvre enfin. Le commandant anglais préfère attaquer de suite. Il a sans doute peur de se faire surprendre par les flots. La brèche étant insuffisante, la précipitation va coûter cher aux Anglais. On n'en a aucune trace dans les sources, mais il y a deux hypothèses. Ou bien les gens de la garnison du Mont sont sortis et les Anglais sont enfuis derrière eux, ou alors la marée montait et ils se sont rendus compte qu'il fallait de manière urgente repartir. C'est vraiment un pari que Lord Skall a pris, et un pari très très risqué qu'il a malheureusement pour lui perdu. L'assaut anglais est un désastre. Des milliers d'hommes restent sur la grève. Les quelques rescapés fuient en abandonnant les canons. Une de ces armes redoutables est toujours exposée à l'entrée du mont. Le malheur des uns fait bien le bonheur des autres. La résistance de 33 ans couronnée de succès porte le prestige de Saint-Michel et de son sanctuaire au zénith. Sur l'étendard même du roi de France, on peut lire ce slogan : Saint-Michel est mon seul défenseur. À la fin du Moyen-Âge, les conflits des hommes ont cessé de menacer le mont. Mais la nature, quant à elle, reste un adversaire redoutable. La position géographique de la baie en fait un des endroits les plus dangereux du littoral français. Les vents venus de l'Atlantique peuvent atteindre une vitesse ahurissante de 230 km/h. Les orages sont violents, les secousses sismiques régulières. Même les bâtiments en granit ont du mal à y résister.
l'histoire de l'abbaye est jalonnée d'écroulements. En 1421, en pleine guerre de Cent Ans, le chœur roman de l'église s'écroule. Au monastère, on craint l'apocalypse. Ces phénomènes d'effondrement peuvent être causés par des problèmes de stabilité. Mouvement sismique, il en est eu au cours du Moyen-Âge, on le sait. Mais c'est peut-être aussi des défauts d'entretien. C'est lié au mortier. Si vous avez des incendies, les charpentes brûlent. Les gouttières pas entretenues, l'eau pénètre dans les maçonneries et fait fondre le mortier. Et tout le bâtiment s'effondre. La nature agit sur les structures architecturales, bien évidemment, mais à la marge. La gravité est une chose beaucoup plus importante. Bien entendu, hisser des pierres sur des dizaines et des dizaines de mètres de hauteur est beaucoup plus problématique et génère des déformations de l'architecture, des voûtes et, le cas échéant, des effondrements. Paradoxalement, l'effondrement du chœur roman tombe à pic. Depuis 200 ans, toute l'Europe se couvre de cathédrales gothiques. À côté, l'église du Mont a l'air vieillotte. L'écroulement présente donc une belle occasion de construire quelque chose de nouveau. Le chœur gothique qui voit le jour n'a rien à voir avec son prédécesseur. Les nouvelles techniques permettent d'alléger au maximum les murs pour faire rentrer une quantité de lumière inouïe. Tout est fait pour impressionner le fidèle, qui aurait désormais la sensation de baigner dans la clarté divine. Ce chœur élancé et fragile de l'église ne tiendrait pas sans une structure complexe que l'on voit à l'extérieur. Les contreforts, les arcs-boutants et les culées sont les éléments porteurs sur lesquels est répartie toute la poussée du bâtiment. C'est une cage thoracique à l'intérieur de laquelle pulse un cœur de lumière. La construction de ce chœur gothique sera le dernier grand chantier avant longtemps. Peu à peu, l'abbaye va tomber dans l'oubli. Les temps ont changé, la façon de croire aussi. On est en plein XVIIIe siècle, celui des Lumières. Le rocher entre ainsi dans sa période la plus noire. Du sublime à l'horrible, il n'y a qu'un pas. L'histoire a soumis la demeure de l'Archange à une épreuve terrible. Le génie de l'homme a créé la merveille du mont, mais sa cruauté l'a transformée en l'une des pires prisons d'État de l'histoire. Parce qu'il était loin de tout, fortifié, dedans c'était horrible. Plein de cachots sombres, humides et glaciales, des passages étroits, un endroit effroyable où être emprisonné. Tout commence au XVe siècle, lorsque Louis XI apporte au Mont sa célèbre cage de fer surnommée Fillette, dans laquelle il enferme ses ennemis politiques. Les détenus sont encore peu nombreux, et les moines sont payés pour être geôliers et prennent leur nouveau rôle très à cœur. On va utiliser l'abbaye comme lieu de relégation et d'enfermement. Le lieu est parfait, il est isolé.